Alors, il paraît qu'il faut qu'on fasse passer un message avant qu'on débute. C'est que quand vous avez des questions, il faut lever la main pour qu'on puisse vous apporter le micro, pour que les questions soient bien enregistrées, parce que c'est aussi diffusé en live. Et je fais ça bien. Et ben donc on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à tous, merci d'être là pour notre atelier. Donc on va vous présenter en fait un travail qui a constitué à construire une base de données d'incidents cyber virtuels. Donc notamment, du coup je vais le dire, en collaboration avec Detralytics, Sorbonne Université et l'ENSAI. Donc on va commencer par vous présenter le risque cyber et ses spécificités. Ensuite, Hugo et Justin vous présenteront la construction de la base de données en elle-même, donc notamment à partir d'un modèle hiérarchique qui permet de relier les différents facteurs de risque entre eux. De prendre en compte toutes les catégories de cyber et notamment les conséquences d'une attaque cyber et donc en particulier l'interruption d'activité suite à une attaque et ensuite aussi comment mettre en place des procédures de prévention. Et ensuite, on verra comment on peut utiliser cette base de données pour notamment appliquer et utiliser en tout cas cette base de données sur des méthodes actuarielles, classiques ou non, mais comment elle peut être utilisée ensuite. Merci. Donc les risques émergents, ce qu'on appelle un risque émergent, en fait, c'est un risque nouveau. D'accord ? Donc soit c'est un nouveau risque complètement, c'est-à-dire c'est un risque qu'on ne connaissait pas dans le passé, ou alors c'est un risque qu'on connaît déjà, mais qui connaît une nouvelle évolution. Donc, par exemple, on peut penser au risque épidémiologique. Donc, c'est un risque qu'on connaissait déjà. Si on pense tout simplement à la grippe, chaque année, ça posait déjà des problèmes. Mais en fait, évidemment, avec la pandémie du Covid-19, en fait, il y a eu une survenance brutale. Ça a vraiment complètement changé la dynamique. Et donc maintenant, le risque cyber, il y a tout un contexte nouveau. Et en fait, ce qui est aussi lié au changement climatique. Et donc, ça m'amène au risque climatique qui, lui, connaît une évolution diffuse avec de plus en plus d'événements. Donc, il y a une occurrence qui a augmenté et aussi une sévérité. Bon, je pense que quand on parle là aujourd'hui, avec les événements qui sont passés il y a quelques semaines, il n'y a plus besoin de trop convaincre personne. Et il y a le risque cyber qui est donc lui nouveau par sa nature, en fait, dans sa nature, même si en fait le risque cyber, les attaques cyber existent depuis longtemps. Le fait qu'on soit de plus en plus interconnecté et qu'on utilise des objets connectés de plus en plus, ça a évidemment fait que le risque cyber évolue beaucoup. Et donc tout ça pose des questions d'assurabilité et pose des problèmes d'assurabilité. Si on pense... Merci. Si on pense à l'évolution, en fait, ça nécessite d'ajuster les modèles qu'on connaît, qu'on utilise et les modèles classiques. Et si on pense aux nouveaux risques, c'est-à-dire les risques qu'on n'a pas beaucoup, en fait, ça veut dire qu'on va s'intéresser à des nouveaux publics qu'on ne connaissait pas forcément ou à des nouveaux périmètres. Et évidemment, ça pose la question des données, c'est-à-dire l'accessibilité aux données. Est-ce que les données existent ? Est-ce qu'on y a accès ? Est-ce qu'elles sont disponibles ? Leur nature ? Est-ce qu'elles viennent de sources différentes ? Et donc, il faut gérer le fait que ces données sont hétérogènes. Maintenant, je veux bien que tu passes à ça. Merci. Donc, quelques éléments sur le risque cyber. Hugo et Justin reviendront dessus. Mais donc, par exemple, si on prend l'enquête Amrae Lucie en 2022, donc qui est sur les sinistres 2021. Donc, c'est une enquête qui est réalisée sur l'ensemble des courtiers du marché français. Et ils ont pointé une baisse de 4,4% de la couverture sur les grandes entreprises. Il faut savoir que ça représente plus de 80%, voire même plus de 85% du marché, en fait. Donc, c'est surtout des grandes entreprises. Et en fait, cette baisse, elle peut être interprétée comme liée au durcissement des conditions de couverture. Et alors, dans l'enquête 2023, on peut voir que le tableau est un peu plus favorable. Mais en fait, il reste, et ça, c'est un des enjeux dans le cyber, c'est que ça reste toujours fragile sur les PME. Donc, il y a vraiment une partie de ces conditions en fait qui sont de ces conditions défavorables qui est liée à une mauvaise connaissance du risque. En fait, on ne connaît pas bien, on a du mal à bien comprendre ce risque. Et notamment, les données sont vraiment très rares et on a du mal à évaluer le risque. Ou alors, ça vient de différentes sources. Et quand les données viennent de différentes sources, en fait, il faut prendre en compte le fait que les données ne sont pas exactement du même type et ne viennent pas exactement du même endroit. Et ça implique beaucoup de difficultés, même mathématiques.
Donc le but de cet exposé, c'est de vous présenter donc, une méthodologie de création de bases de données virtuelles qui va permettre de calibrer les modèles et notamment ça va faire la synthèse de différentes sources d'informations en fait macro qu'on a qui sont accessibles sur le marché. Et au-delà de la base elle-même, ça va permettre de simuler des portefeuilles et au-delà du public actuellement couvert, c'est-à-dire par exemple, donc là sur le cyber, c'est surtout les grandes entreprises qui sont couvertes et on ne connaît pas bien le marché sur les petites entreprises. Et donc c'est en fait de pouvoir essayer de prendre en compte ces petites entreprises qu'on ne connaît pas bien parce qu'elles ne sont pas dans les portefeuilles d'assurance. Et donc le but, c'est de fournir un cadre transparent, facile à mettre à jour, parce que le but, c'est évidemment, comme le risque évolue, il faut pouvoir mettre à jour cette base de données et cette méthodologie facilement, parce que si ça demande à chaque fois un gros travail, c'est pas très utilisable. Et il faut aussi que ça soit généralisable à d'autres risques. Parce que comme on a vu, il y a différents risques émergents. Et même si chacun a ses spécificités, ils ont quand même des difficultés qui sont communes, notamment par exemple de ne pas avoir accès aux données et qu'elles viennent de différentes sources. Voilà, je laisse la parole à Hugo et Justin. Donc, désormais, on va vous parler d'un travail qu'on a réalisé avec l'ACAS, Sorbonne Université, l'IUP et différents universitaires, et notamment Detralytics, où on a cherché à, justement, comme le disait Maud, à créer une base de pseudo-données cyber et effectuer des scénarios pour la réduction des risques, finalement, et limiter éventuellement les conséquences physiques d'une attaque. Donc, il y a un article, une note qui sera publiée bientôt, et également un package qui sera mis à la disposition de la communauté pour pouvoir soi-même, selon ses hypothèses, simuler une base et des incidents cyber. Donc, le risque cyber. Je vais vous présenter un peu, je vais revenir rapidement sur le risque cyber, un peu mettre en place les protagonistes de notre histoire en quelque sorte. Comme Maud, je ne vais pas revenir sur ce que Maud a déjà dit, parce qu'elle a dit pas mal de choses déjà. Peut-être juste revenir sur un point qui est que toutes les bases qu'on trouve dans la nature, disons, sont potentiellement biaisées, avec des biais qui sont potentiellement aussi inquantifiables, et que ça peut poser souci de mettre directement des modèles de tarification dessus. Quand je parle de base, je parle bien sûr de base de sinistre ou avec de la fréquence, de l'exposition. Ça pose un problème parce que derrière, on se dit, du coup, il faut de la donnée privée pour calibrer des méthodologies actuarielles et des modèles. Le souci, c'est que même également, cette donnée privée est aussi biaisée de plusieurs manières différentes et que donc ça pose la question de comment est-ce qu'on peut réellement créer des modèles qui ne sont pas biaisés ou qui n'utilisent pas de la donnée biaisée en tout cas. Donc notre but, c'est vraiment d'aller, comme le dit Maud, sur une création d'une base qui va servir un peu d'une manière benchmark à tout le monde qui veut l'utiliser et qui va prendre un scope, enfin qui va avoir une vision plus globale que les bases qu'on peut trouver publiques ou privées. Je donne un peu ici quelques exemples rapidement de documentation qui existent et de bases qui existent, vu qu'on a quand même une assez grande variété de types de rapports et ou de bases à disposition. Comme vous allez le voir ou comme vous pouvez le voir dès maintenant, notre démarche va s'appuyer quand même sur des types de rapports et de bases assez variés. On a de la documentation par exemple à gauche sur des incidents cyber avec des bases qui sont assez connues de la communauté, par exemple la PRC et la Veris Database. Ce sont des bases sur lesquelles on a déjà travaillé, notamment sur un précédent article qu'on a déjà publié également. On a des rapports annuels de suivi de risque, que ce soit sur le cyber en lui-même ou des sous-incidents ou types de vecteurs du cyber, comme l'attaque de cloud et la business interruption. Et on a un rapport qui est un peu plus rare sur le DDoS. Les sources de DDoS sont un peu plus difficiles à trouver, mais c'est tous ces 4 types de rapports et de sources, c'est ce qu'on va utiliser par la suite. Pour la construction de la base de données, on a choisi une manière hiérarchique de procéder, c'est-à-dire qu'on a des distributions qui s'imbriquent les unes dans les autres. D'abord, on va aller donner un poids au pays. Donc, si on veut avoir une entreprise qui sera en Allemagne, en France, on va simuler par rapport au pays. Puis ensuite, on va simuler conditionnellement à ce pays le secteur d'activité. Donc, c'est-à-dire, maintenant, j'ai une entreprise qui est en Allemagne. OK, maintenant, est-ce qu'elle est dans l'énergie? Est-ce qu'elle est dans le transport, etc. Et donc ça veut dire que par exemple, pour une entreprise espagnole et une entreprise française en énergie, je n'aurai pas les mêmes poids par la suite.
On va ensuite simuler la taille de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que là, je rajoute un troisième facteur qui est de dire est-ce que l'entreprise est grosso modo une grande entreprise, une moyenne entreprise, une petite ou une très petite entreprise, ici représentée par moins 10 employés, entre 10 et 49, etc. Et enfin, je vais simuler un chiffre d'affaires qui nous permettra par la suite de simuler la perte liée à l'arrêt de l'entreprise dans le cas d'un sinistre cyber. Si jamais maintenant mon entreprise est immobilisée, le système informatique est immobilisé, la donnée est perdue, rien ne marche, combien ça me coûte? Ça, c'est avec le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir le déterminer. Et également, on a un dernier facteur qui s'appelle la maturité cyber. Je vais un peu détailler dessus rapidement. La maturité cyber, c'est la manière de dire comment est-ce que mon entreprise est au fait du risque cyber? Est-ce qu'elle a une infrastructure informatique, une connaissance nécessaire pour repousser une attaque? Ou par exemple, si une attaque se produit, recouvrir plus efficacement que la moyenne avec des backup plans, etc. On verra ça par la suite également. Toutes ces variables qu'on vient de voir là, ont évidemment un impact sur la sinistralité finale. Et donc notre travail s'est appuyé sur le fait de modéliser les distributions emboîtées les unes après les autres. On a fait ça sur les données OCDE qui sont publiques et trouvables absolument par qui que ce soit qui a fait une petite recherche Google. Et où l'avantage de ces données, c'est que ce sont des données macro, comme Maud a pu le mentionner, et non pas des données de sinistres. Et le but va être de paramétriser le plus possible, de laisser la possibilité à l'utilisateur de paramétrer. Donc là, typiquement, si vous téléchargez le package, vous aurez des paramètres par défaut qu'on a remplis pour que l'outil marche, et avec notre vision de ce que ça devrait être. Mais évidemment, si vous avez de l'information privée de portefeuille, vous pouvez la mettre, que ce soit de la connaissance ou de la donnée, pour que ça marche. Donc sur ce slide, je vous ai rapidement fait une liste de tous les types de cyberattaques qui existent. Bon, c'est pas exhaustif, hein, il en existe d'autres. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'il y a différents vecteurs d'entrée dans une attaque cyber. Donc, par exemple, contrairement à l'assurance auto, où pour qu'une police se déclenche, par exemple en RC, il faut qu'il y ait eu un accident, en cyber, ça peut être plus compliqué. La source, ça peut être un email avec du vol d'identifiant, ou tout simplement un email malveillant pour de la vol de données. Donc on a cherché à distinguer pour les types d'attaques l'interruption d'activité courte mais coûteuse qui est dans les DDoS. Un DDoS est programmé pour être sur une période où il va faire mal, où il va coûter cher à l'entreprise. Et c'est à distinguer finalement des interruptions d'activité plus longues avec des pertes de données plus significatives. Pour un DDoS, il n'y a pas forcément de perte de données, donc c'est à traiter différemment. En dessous, je vous ai mis la distribution du type d'attaque, en tout cas qui est la distribution qu'on a utilisée. Ça a été estimé à partir de données de l'ISCOX. Et à droite, finalement, c'est la distribution des points d'entrée qu'on simule également dans notre outil, sachant que plusieurs vecteurs d'entrée peuvent être dans une attaque. Notre approche, elle a consisté à modéliser les conséquences physiques de l'attaque avant de modéliser le véritable coût. Donc, les conséquences physiques, pour nous, ça a été essentiellement le volume de données compromises et la durée d'interruption de l'activité. Donc, cette sinistralité, elle s'est appuyée sur des jugements d'experts et des données historiques. Donc, c'est notamment tout ce qu'on a trouvé dans les différents rapports que vous a présenté Hugo. Donc, au niveau du volume de données, donc c'est quelque chose qui a été plutôt présent dans la littérature scientifique sur le risque cyber. Donc, on s'est appuyé sur des travaux, une adaptation de Farkas, Lopez et Thomas qui est à côté de moi, du number of records, donc qui correspond au volume de données perdues et compromises sur la base PRC, donc qui comporte des informations sur les sinistres ligne à ligne. Et à partir de ces travaux, ils ont pu calibrer une log normale Pareto généralisée qui dépend justement du secteur d'activité et du point d'entrée de l'attaque. Donc là, c'est la partie log normale. Et ici, pour les sinistres extrêmes, la partie de Pareto, mais c'est pareil, il y a des paramètres qui ont également été estimés. Mais la taille de la brèche, même si c'est un sujet qui a beaucoup intéressé, ce n'est pas la seule conséquence physique pour un coût important. On s'est également intéressé à l'interruption d'activité. Donc ici, toujours, on a séparé l'attaque
le déni de service, donc le DDoS, l'interruption qui a été déclenchée par une quantité énorme de requêtes contre les serveurs de l'entreprise. C'est une interruption courte, il y a peu de littérature sur les interruptions longues de DDoS. En général, ça dure moins d'une journée. Et donc, on a calibré ça à partir du rapport NS Focus sur la durée des attaques. Mais cette durée d'interruption nous a paru plus pertinente que le véritable coût, qui est également volatile. Je vous ai mis plusieurs sources. Donc, il y a un coût à $22 000 par minute, un coût entre 1 et $100 000 par minute. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est vraiment plutôt attaqué à l'interruption d'activité avant de regarder le coût. Pour les interruptions plus longues, on s'est appuyé plus sur les indisponibilités du cloud. Donc, dans un rapport des Lloyds sur l'économie américaine. À partir de ce rapport, on a pu extraire des données et donc calibrer une loi gamma pour simuler nos interruptions d'activité. Et dans ces interruptions d'activité, ce qu'il faut noter, c'est qu'il est possible pour une entreprise, donc ça va dépendre aussi de son degré de nous, ce qu'on appelait la cybermaturité, c'est-à-dire sa propension à se défendre et à réagir face à une attaque. Et ce plan de récupération permet de limiter, sans les supprimer, les pertes à partir d'un certain moment. Donc c'est le tableau en bas à gauche, où finalement on se rend compte que si un plan de récupération est mis en œuvre le 2e jour ou le 3e jour, on peut limiter les pertes. Donc le rapport estime une réduction des pertes de 30 à 40%, ce qui permet à l'entreprise de finalement anticiper et réagir face aux risques cyber. La cybermaturité va également permettre, donc ça c'est plus le graphe en haut, de défendre une attaque, c'est-à-dire de supprimer complètement les pertes lorsqu'elle est sujette à une attaque. Et c'est pareil, c'est relié au concept de cybermaturité qu'on retrouve dans le rapport de l'ISCOX. Juste avant, je vais détailler un petit peu le graphe de droite, qui était assez intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez observer un histogramme qui est en fonction du chiffre d'affaires de la compagnie qu'on considère, la probabilité que cette dernière implémente un backup plan. Alors vous voyez dans l'histogramme, il y a un truc, c'est marqué en bleu, c'est pour les sociétés qui ont un turnover de plus de $1 milliard, et en gris, c'est les sociétés qui ont un turnover de moins de $1 milliard. Alors je ne sais pas vous, mais quand je me dis société, je pense à mon boucher du coin, un petit commerçant, etc. Je ne pense pas qu'il fasse $1 milliard, ou sinon je pense qu'il ne serait pas boucher. Le truc est que la plupart des PME et la très très grande majorité en nombre des entreprises qui existent ne sont pas au-dessus d'$1 milliard. Donc on a un problème de maille, de granularité dans cette analyse, et c'est très difficile de remplir les trous de la raquette en quelque sorte. Donc l'idée ici, c'est quand même de garder en tête qu'on a un souci dans la vision de ce type de paramètres, parce que les études sont faites la majorité du temps sur les grandes entreprises. Aujourd'hui, comme l'a dit Maud, les grandes entreprises sont relativement couvertes et c'est sur elles que le risque cyber des dernières années s'est axé. Mais le nouvel enjeu du marché, c'est les PME, comme on va le voir. Et les PME, ce sont elles en plus qui ont un loss ratio qui a augmenté en 2022, contrairement aux grandes entreprises pour lesquelles le loss ratio a baissé. Ici, je récapitule un peu avec un schéma la manière dont on a pu modéliser tout ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est on a une attaque et on a cette distribution hiérarchique dont on a pu vous parler, avec le pays, avec l'entreprise, etc., le secteur. Et ensuite, on va modéliser le type d'attaque. Est-ce que c'est un DDoS ou est-ce que c'est autre chose qu'un DDoS? Si c'est un DDoS, bon, on a une gamma comme on en a parlé. Et si c'est pas un DDoS, alors soit l'entreprise se défend, c'est ce qu'on a à droite, un Zero Day Defense, soit l'entreprise a un backup plan, c'est ce qu'on a en bas, c'est de se dire, bon, ok, je mitige une partie des dégâts et j'arrive à revenir à un scénario à la normale en quelques jours, ou est-ce que voilà, j'ai une perte et il va falloir que je recover de cette perte. Je vais essayer un peu également de vous parler de la prévention. Alors bon, je pense que vous en avez entendu parler, vous êtes dans des entreprises qui, à mon avis, sont responsables, donc il est très possible que vous ayez des campagnes de sensibilisation au phishing ou dans lesquelles on vous a dit faites attention, ne pas cliquer sur des liens que vous ne connaissez pas, et s'il vous plaît, dites à l'IT si jamais vous avez un lien un peu frauduleux. C'est ennuyant, c'est long et c'est pas forcément extrêmement intéressant, mais c'est quand même important. Parce que le phishing, ça reste quand même un point d'entrée qui dépend de l'humain et qui n'ont pas de l'humain dans le sens la personne qui reçoit le mail et qui derrière, c'est une décision humaine que de cliquer dessus.
On peut également parler du DDoS. Je reviens juste rapidement aussi sur ce qu'est le DDoS pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières. Si vous prenez une porte qui fait communiquer 2 pièces, vous essayez de faire passer une personne par seconde, bon, bah, c'est assez fluide. Si vous essayez de faire passer 1500 personnes par seconde, il va y avoir un problème. Le DDoS, c'est quoi? C'est un peu la même idée, mais en informatique. C'est d'essayer de faire passer des gigas ou des téras de données en 1 seconde dans un système qui n'est pas prêt pour les absorber. Ça coûte pas cher sur le marché noir. Ne me demandez pas comment je sais ça. Grosso modo, pour une 50aine d'euros, vous pouvez acheter un DDoS complètement capable de mettre à mal une moyenne entreprise si elle n'a pas d'infrastructure informatique adaptée. Donc c'est assez accessible pour tout le monde et c'est aussi pour ça que c'est assez répandu. Certes, la conséquence est seulement une interruption d'activité de quelques heures, voire d'une journée, la plupart du temps, mais c'est quand même extrêmement accessible à une très grande partie des personnes qui veulent faire du mal. Donc, être protégé par rapport au DDoS sur une infrastructure informatique cohérente reste aussi un enjeu, notamment pour les plus petites entreprises. On a également un effort à faire dans la gestion de crise générée par une attaque. C'est quelque chose qui est assez important, c'est de savoir, grosso modo, s'il y a une attaque qui se produit, je vois qu'il y a un problème, est-ce que je dois envoyer les pompiers ou pas, grosso modo? Est-ce que c'est quelque chose qui va mettre à mal ma société et qui va faire en sorte que je n'ai plus de société dans 2-3 jours si ça continue? Ou est-ce que c'est juste quelque chose, bon, bah écoute, je peux pas envoyer de mail, c'est pas extrêmement grave, mais bon, c'est pas les pompiers qu'on doit envoyer. Ça, il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui de plus en plus. Également, de notre côté, on a développé un outil et également une petite note que vous pouvez retrouver sur le site de Detralytics qui va aller justement extrapoler de l'information des rapports d'incidents de sinistre pour essayer de prédire si le sinistre en lui-même est grave ou pas. Donc si on doit envoyer les pompiers ou pas, à T plus 4 heures, T plus 1 jour après le début du sinistre. Ça reste une chose importante d'un point de vue risque management et je pense que c'est quelque chose qui doit aussi être démocratisé. Et enfin, sur la réalité du marché, comme Maud le disait et comme j'ai pu en parler également, on a un souci aujourd'hui qui est que la couverture des PME n'est pas assez grande parce que aussi la couverture des grandes entreprises a été focus pendant de très longues années et où le loss ratio des PME est passé d'une 30aine de % à 100 et quelques %. C'est pas juste une petite augmentation dans la dernière année. On voit vraiment une augmentation très nette sur les PME, alors que les grandes entreprises, on a baissé en fait. On est passé de d'une centaine de pourcents parfois à un peu moins de 100%. C'est aussi quelque chose à avoir en tête, c'est-à-dire que la manière d'aborder le cyber doit s'adapter au public qu'on a en face, c'est-à-dire aux acteurs qu'on a en face. Si c'est une PME, elle ne cherchera pas la même couverture en ce que soit en garantie, en limite ou autre qu'une grande entreprise. Et il faut le comprendre, parce que bon, c'est un risque, certes, qu'on vous a dit, on s'est posé beaucoup de questions pendant les dernières années si c'était assurable. C'est un risque qui doit être assuré. Assurable, je ne sais pas, mais il doit être assuré. Et donc, c'est pour une PME ou pour les petites entreprises, c'est extrêmement important de l'assurer, justement. Et donc, je vais vous présenter une illustration, ou en tout cas un exemple d'utilisation, ou comment cette base, elle pourrait être utilisée, qui est donc dans un cadre bayésien. Donc, je vais aller un peu rapidement sur le cadre, mais donc, je considère N1, enfin grand N1, grand NN, qui est un historique. Donc, c'est le nombre de sinistres subis par un assuré dans une certaine catégorie. Donc j'ai un historique qui est en général assez faible. Et donc l'approche bayésienne, ça va consister à introduire un facteur qu'on dit de risque qui est caché. D'accord ? Donc j'observe pas cette variable et dont on connaît la distribution parce qu'en fait on va la choisir. Donc formellement, en fait, mon nombre de sinistres, sachant le facteur de risque, suit une certaine loi qu'on appelle Pθ. Et le facteur de risque θ que je ne connais pas, que j'observe pas, je vais supposer en fait qu'il est aléatoire et qu'il suit une loi qu'on appelle la loi a priori et qu'en général on note pi. Oui, tu peux y aller. Donc ce qu'on fait très souvent, parce que c'est ça qui marche bien, on va supposer que le nombre de sinistres sachant le facteur de risque va suivre une loi de Poisson de paramètre θ. Et donc θ, là, ça va représenter la fréquence de sinistres qui va dépendre en fait de la population, enfin, qui va être différent en fonction de si la population elle est très exposée au risque ou non. Et donc la loi a priori, ça va représenter la répartition des facteurs de risque dans la population générale. Donc pas mon portefeuille, mais dans la population générale. Et donc l'estimation bayésienne, ça va consister à estimer θ en combinant des données historiques et l'information qui est contenue dans la loi a priori, donc en fait dans la population générale. Et la question cruciale, parce qu'en fait le bayésien, quand on en parle, ça paraît
j'allais dire super bien, facile. Enfin, on se dit ok, c'est très bien. Quand j'ai peu de données, je vais importer de l'information des experts. On dit tout le temps ça quand on fait du bayésien. J'ai peu de données, je vais prendre l'information des experts, je vais l'intégrer dans mon modèle, et donc ça me fait plus d'informations et je vais m'en sortir. Ce qui est vrai, mais le problème, c'est comment je vais traduire l'information que va me donner l'expert dans la loi a priori. En fait, l'expert, il va jamais me dire la loi a priori, c'est ça. Donc, en général, il donne une information qui est beaucoup plus, je veux dire, de son domaine d'expertise, parce qu'en plus, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des maths, et donc, c'est pas forcément très facilement transposable à une loi a priori. Et donc, tu peux me passer. Et ben, le but, c'est que justement, tout le travail qui a été fait sur la base de données là, de sinistres virtuels, en fait, ça va permettre de construire la loi a priori. Et donc, ça va refléter une vision globale du risque et pas seulement sur le portefeuille d'assurance. Parce que comme on vous l'a dit au début, le portefeuille d'assurance, il ne va pas forcément être représentatif de la population globale. Et notamment, comme c'est essentiellement des grandes entreprises qui sont assurées, on n'a pas de connaissances dans le portefeuille d'assurance sur les petites entreprises ou les PME. Donc le truc, c'est que du coup, l'historique qu'on a dans le portefeuille va s'éloigner de cette distribution globale. Donc, donc cette méthodologie, elle n'est pas spécifique au cyber, et notamment, on a des travaux en cours donc, avec donc Olivier Lopez et un de nos anciens doctorants, Antoine Héranval, qui est en fait issu d'une collaboration de la mission risque naturel. Et là, en fait, on applique le même type de technique. Alors là, pour le coup, on a une vraie base de données. Donc elle n'est pas simulée, mais donc ces techniques de bayésien peuvent s'appliquer de toute façon. Si on a la base de données, tant mieux. Si on l'a pas, il faut construire des bases de données virtuelles. Et je vais laisser la main sur la conclusion. Je vais faire une conclusion un peu rapide parce que je pense que les gens commencent à avoir faim. Et après, il n'y a plus à manger, exactement. On est parti d'un problème où en fait, on avait un manque d'expérience et d'historique de données, et où ces données n'étaient pas forcément qualitatives, dans le but au départ de vouloir construire une analyse du risque. Le truc est que pour réduire ce fossé, ce qu'on a fait donc, c'était de construire cette base fictive d'événements, et pour laquelle le but était vraiment de mieux comprendre cette nature du risque, et enfin ensuite de pouvoir essayer de faire des scénarios de stress. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément énormément abordé, mais l'idée aussi des scénarios de stress, c'est pour savoir si, en fonction du portefeuille que vous avez aujourd'hui, si jamais vous mettez cette base benchmark, est-ce que votre sinistralité fait plus de 100% ou est-ce qu'elle fait moins 50%? C'est des choses comme ça, des indicateurs qui peuvent être intéressants à étudier. Enfin, le truc sur lequel j'aimerais vraiment revenir, c'est que l'outil et doit être flexible le plus possible afin d'accepter cette opinion d'expert qui vient de l'expérience potentielle que vous pouvez avoir dans vos sociétés respectives, et qui vous permet d'avoir un point de vue qui est conforme avec ce que vous savez dans vos travaux, dans les travaux que vous avez pu réaliser. Enfin, les paramètres qu'on a pu utiliser ont bien sûr vocation à être mis à jour. Donc c'est ce qu'on disait avec l'outil qui doit être updatable, je ne sais plus le terme en français, c'est terrible, mise à jour, merci beaucoup, d'une manière régulière. Et enfin, ces techniques, comme Maud l'a mentionné, doivent être adaptées avec les évolutions qui sont sur le risque cyber et aussi d'autres risques qui peuvent être considérés. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de lever la main. Merci pour vous. Tout le monde entend? Oui. Bon, c'est parfait. En fait, j'ai trois, mais je vais être très rapide. Premièrement, la segmentation que vous avez présentée dans les premiers slides, est-ce que c'est vous qui les avez choisis ou est-ce que c'est des processus de data science qui ont dit tiens, il faut d'abord commencer par la santé et le gouvernemental? La deuxième question, après je vais être très rapide. Deuxième question sur le coefficient gamma, juste les revoir, vérifier si vos lois sont des lois de Pareto à espérance infinie ou pas, parce que ça a des conséquences sur ce que j'appellerais le processus du maximum. Hein. Le problème quand vous avez des lois de Pareto, c'est quand vous regardez le maximum avec le temps, quoi que vous fassiez, il y a toujours une catastrophe qui est infiniment plus forte que tout ce que vous avez jamais vu. Alors que quand vous avez des trucs qui convergent à du Gumbel, en revanche, ça s'aplatit, quoi. Donc c'est une deuxième question. Et enfin, troisième question, vous dites que les grandes entreprises sont mieux couvertes. Alors là, je vais faire un peu je ne sais pas, je vais poser la question. Est-ce qu'elles sont mieux couvertes en cas de sinistre ou est-ce qu'elles maîtrisent mieux leur sinistralité? Voilà, j'arrête là. Sur la première question, donc, vous parlez, je pense, du modèle à facteurs avec la hiérarchisation.
C'est ça. Il n'y a pas eu de machine learning qui est passé derrière ou de data science qui est passé derrière pour dire ça. C'était plus, on est parti du principe de comprendre les données qu'on avait à notre disposition, donc les données par exemple de l'OCDE, les types de données qu'on pouvait avoir, donc ici le pays, le secteur d'activité, En quelque sorte, oui, si on veut. Non, bien sûr. C'est pas une technique, par exemple, où on va calculer du spread en machine learning comme en assurance auto pour déterminer les variables les plus segmentantes. Non, c'est pas ce type de méthodologie. Je réponds à la question 3. Sur la question 3 qui était... non, c'était la 2. Je répondrai après. Si vous avez votre slide... Non, mais on voulait répondre à la 3 parce que je répondrai à la 2. Comment ? Il répondra à la troisième question et je répondrai à la 3. À la 2. Votre troisième question qui était sur... Ou est-ce qu'elles sont vraiment mieux protégées ? C'est pas pareil. Il y a un effet combiné vis-à-vis des deux, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure connaissance du risque cyber. Il y a également aussi une meilleure couverture interne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une internalisation plus forte de la couverture du risque cyber des grandes entreprises. On préfère passer par une infrastructure informatique robuste en interne plutôt que d'essayer de s'assurer par un provider externe, typiquement. Et c'est des choses que les petites entreprises n'ont pas, cette expertise et cette connaissance du risque cyber. Donc il y a un peu tout ce que vous avez décrit en même temps qui influe sur ça. C'est aussi pour ça qu'on observe une décroissance de la couverture des grandes entreprises récemment, alors qu'on a une très forte décroissance de leur loss ratio. Et donc je vais répondre sur les gamma. Donc là, les gamma, donc l'indice de valeur extrême, il est à chaque fois plus grand que 1. Sur tous les trois feuilles de l'arbre, normalement. C'est en espérance finie, ça. Non, donc ce n'est pas en espérance finie, ils sont tous infinis. Mais le truc qu'il faut bien considérer, on ne travaille pas sur le coût, c'est sur le nombre, c'est sur le volume, donc c'est sur la sévérité qui est traduit en volume de données. Et en fait, il y a une formule qui vaut ce qu'elle vaut, parce qu'en fait, on n'a pas. Enfin, en fait, un des problèmes, c'est que comme on n'a pas les données, on n'a pas l'information sur le coût des cyberattaques. On l'a pas. Donc ça, c'est sur la base PRC, qui est une base de données qui donne le volume des données qui ont été touchées par la cyberattaque. Enfin, qui a été volé en fait. Et en gros, il faut diviser les gammas par 2. Donc il y a des cas où on va être en dessous de 1 et d'autres non. Donc il y a des cas où ça va être assurable ou non. Mais le but de ce travail-là, c'était aussi de permettre de faire cette hiérarchie et cette classification des événements extrêmes. Voilà. Mais en tout cas, ils sont tous plus grands que 1, mais c'est pas le coût. Donc oui, merci. J'avais une question sur au début, votre premier critère, c'est d'abord le pays. Or, selon les pays, le risque n'est pas forcément le même et on n'a pas forcément beaucoup de données dans certains pays par rapport à d'autres. Typiquement, après, vous allez voir plutôt des données US ou des scénarios Lloyds, etc. Donc, ma question, c'était comment ça s'articule. Est-ce qu'à partir du moment où je rentre, je suis en France, poum, est-ce qu'après, mon modèle, il dépend uniquement de données qui viennent de France ? Je ne pense pas, parce que sinon, je pense qu'il y en a quand même pas beaucoup. Et comment vous gérez le fait, justement, que vous allez utiliser des données, le petit chapeau que vous avez mis à fort juste titre sur ces biais-là, comment en fait vous arrivez à vous en affranchir au moins partiellement ? Et ensuite, ma deuxième question, c'est au niveau, effectivement, en termes de base de données cyber, le point critique, comme vient juste de rebondir Maud, c'est sur les losses, les pertes chiffrées en termes d'euros. Et là aussi, où à mon avis, ça diffère, il y a peu de données sur ces pertes-là, et ça diffère d'un pays à l'autre. Cette hétérogénéité entre pays, alors que c'est vraiment le premier bloc que vous mettez dans votre construction de base de données. Vous avez complètement raison sur les pays, dans le fait que ça change radicalement d'un pays à l'autre, notamment par exemple les États-Unis. L'OCDE a une particularité qui est que la base n'est pas complète, c'est-à-dire que sur certains sous-secteurs d'activité ou certains types d'entreprises, tailles d'entreprises, en fonction de certains pays, c'est vide.
Donc il faut faire des hypothèses de passage, par exemple, se dire que la Belgique, qui n'a pas sur un secteur en énergie, on va se dire que c'est relativement proche en taux de la France, parce que culturellement on est proche. C'est des choses qu'on a pu faire. Il ne faut pas oublier que c'est une paramétrisation de l'outil type paramètre par défaut, et qu'ensuite ça a vocation aussi à être complété par un jugement d'expertise en fonction de ce que vous avez en interne comme données ou comme vision. L'outil, je pense, pour rebondir aussi sur une partie de votre question, l'outil fonctionne la base de données qui est générée, c'est on a entreprise. Pour une entreprise, c'est un pays, un secteur, une taille d'entreprise, un chiffre d'affaires, une cybermaturité et ensuite une perte qui dépend de ces facteurs-là. Je ne sais pas, parce que vous avez parlé du fait que potentiellement, si on va en France, on n'a que des données françaises. On simule par exemple un portefeuille qui est à 50% sur les États-Unis, à 20%, je ne sais pas, sur la France, 10%, 5% en Belgique, ce genre de choses. Donc on a un mix en fonction des pays de ce portefeuille cible qu'on a envie de simuler. Bien sûr, après, si vous travaillez si vous voulez développer un produit d'assurance qui ne couvre pas les US, vous mettez 0 sur les US et vous mettez des poids sur d'autres pays que vous souhaitez couvrir. Mais c'est possible d'avoir tous les pays différents dans la base finale. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ah. Tout d'abord, merci pour cette présentation. J'avais une question sur comment vous allez mesurer la validité du modèle en fonction de la réalité. Si à chaque fois qu'on regarde une base de données, elle est soit biaisée, soit déjà obsolète, comment comparer en fait par rapport à ce qui se passe pour de vrai si on n'a pas les données? Décidément. C'est assez difficile. C'est la réponse très courte que je peux donner. Une réponse un peu plus longue est que le modèle, la base de données n'a pas vocation à être utilisée dans la quantification du biais par rapport à de la base de données réelle, mais comme je disais, plus d'être utilisé comme un benchmark qui a une vision potentiellement plus large que ce qu'on observe d'habitude dans les bases de données type public ou privé. Parce que dans une base de données publique ou privée, on n'a qu'un sous-ensemble de couverture, donc que ce soit sur un seul pays, que ce soit sur un seul type de secteur d'activité, etc., etc. Et là, le but, c'était vraiment de regrouper des paramètres macro qui ensuite sont personnalisables par utilisateur, et tout est personnalisable par utilisateur, afin de produire quelque chose qui est plus vaste que la vision qu'on peut avoir d'habitude. Et c'est aussi l'idée qu'il faut que ça soit mis à jour facilement, que ça puisse être mis à jour facilement, parce que du coup, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut pouvoir le réintégrer et mettre à jour la base de données, en prendre en compte ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que comme pour l'instant, on n'a rien du tout, c'est déjà ça. D'autres questions ? Merci, bonjour. Donc, dans les paramètres que vous venez de citer, à mettre à jour, il y a par exemple le graphique sur lequel vous êtes arrêté, où il y a la dichotomie moins d'un milliard, plus d'un milliard. Aujourd'hui, votre modèle, il fonctionne avec ces données parce que c'est les meilleures données que vous avez. Demain, s'il y a une étude consistante avec une segmentation plus fine, ce sera remplacé, ça générera de nouveaux types de sinistralité, c'est ça ? Exactement, c'est quelque chose qui sera implémentable et qui permettra d'avoir une vision plus fine et plus granulaire du risque. Et ça serait super d'avoir ça. Oui. C'est certain. N'hésitez pas si vous avez des rapports que vous voulez produire avec une granularité plus... Merci. D'autres questions ? Vous avez faim, vous avez raison. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.